Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'idée, c'est qu'après notre étude sur Nairobi, tout ce qui était les paysages de la ville, voir comment les habitants habitaient, à quoi ressemblait le centre de Nairobi, on avait vu les gratte-ciels, etc. Et on avait travaillé aussi sur la périphérie de Nairobi, c'est-à-dire autour du centre. Et on avait vu qu'il y avait deux types de périphéries, les bidonvilles et aussi les quartiers où il y avait la petite image avec la maison fermée, avec les alarmes, etc. Donc l'idée, c'est aujourd'hui de faire une carte mentale sur ce thème-là, sur l'urbanisation du monde. Donc ce que je vous propose, c'est de la faire en même temps que moi, de prendre une nouvelle page dans votre cahier, de tourner le cahier format paysage et de remplir ça au fur et à mesure. Cette carte mentale sera séparée en trois parties. Première partie, des citadins de plus en plus nombreux. Deuxième partie, les centres et les périphéries, c'est-à-dire voir à quoi ressemblent les villes du monde, que ce soit le centre ou les périphéries. Et enfin, les dynamiques urbaines, c'est-à-dire tous les processus qui se passent dans les villes. Donc pour faire cette carte mentale, je pense que le mieux c'est de suivre au fur et à mesure ce que je dis et de mettre pause le temps que vous écriviez pour remplir correctement. Donc la première étape sera de faire sur toute la grandeur de la page les 4 cases que vous avez sous les yeux avec les 3 flèches. Une fois que vous les aurez faites, donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et une fois que vous les aurez faites, vous pouvez relancer la vidéo pour commencer à remplir la carte mentale. On commencera par la case des citadins de plus en plus nombreux, donc celle en bas à droite. Donc dans la case des citadins de plus nombreux, vous allez pouvoir faire une première flèche et écrire ce que je vous propose ici, c'est-à-dire en 1900, le nombre de citadins était de 10%. Aujourd'hui, ce chiffre est de 55%. Donc je vous explique et après vous pourrez mettre sur pause pour le temps d'écrire. Donc en 1900, ce chiffre-là, 10%, ça voulait dire que 10% des habitants de la planète habitaient en ville, ce qui était peu. Aujourd'hui, on est à 55%, c'est relativement plus important, ça a été multiplié par 5, et dans certains pays, la multiplication est encore plus forte. Deuxième étape, c'est que vous allez noter quelle est la cause de cette augmentation du nombre de citadins, c'est-à-dire de l'augmentation du nombre de personnes qui habitent en ville. Cette cause, on l'avait déjà vu dans l'exemple de Nairobi, c'est l'exode rural. Donc cela est dû à l'exode rural. Je vous remets une définition, comme ça vous l'aurez dans votre cahier. L'exode rural, c'est quand les habitants de la campagne viennent habiter en ville définitivement, durablement. Après avoir fait la partie des citadins de plus en plus nombreux, on va s'occuper de la partie haute de votre page de cahier. À droite, il y aura la partie périphérie, mais on va d'abord faire à gauche la partie des centres. Vous allez pouvoir noter dans un premier temps que c'est dans les centres qu'on trouve le quartier des affaires. Vous allez pouvoir écrire en vert, en dessous de quartier des affaires, ce que vous avez sous les yeux. Du coup, ce qui est écrit en vert, je le précise, c'est en quelque sorte le paysage, ce qui caractérise ce qui a été écrit précédemment. Donc ici, le paysage qui caractérise un quartier d'affaires. Donc le paysage qui caractérise un quartier d'affaires, ce sont les gratte-ciels, donc des immeubles très hauts. Certains font 5, 6, 700 mètres de hauteur. C'est des immeubles de bureaux d'entreprise, des immeubles de sièges sociaux, c'est-à-dire là où se trouve le PDG de l'entreprise, la direction. Ça va être aussi la bourse, bref, de nombreux bâtiments économiques. Pour illustrer ce qu'est un quartier d'affaires, je vous ai pris 2 images. La première, c'est celle de Manhattan, donc le quartier d'affaires de New York, où on retrouve les gratte-ciels très modernes aux surfaces vitrées. Et le deuxième, du coup, c'est La Défense, le quartier d'affaires à Paris, où on reconnaît en plein milieu l'Arche de la Défense,
On reconnaît au premier plan la construction du grand stade Arena et au troisième plan, derrière l'arche, il y a donc les gratte-ciel qui rassemblent soit les sièges sociaux, soit les bureaux de grandes entreprises françaises. On peut citer par exemple Total, donc dans le domaine du pétrole, des sièges sociaux de grandes banques, la BNP, la Société Générale, ou encore des sièges sociaux d'entreprises du domaine de l'énergie, GDF ou EDF. Donc on en a fini pour la case quartier des affaires. Vous allez pouvoir rajouter une seconde flèche qui part des centres pour mentionner que c'est dans les centres qu'on va trouver des quartiers administratifs, c'est-à-dire le quartier de la mairie, le quartier des ministères, le quartier des bâtiments plutôt politiques. Étape suivante, c'est la troisième flèche qui part de la case des centres pour montrer le troisième type de quartier qu'on va trouver dans un centre. Donc après le quartier des affaires, après le quartier administratif, vous avez dans les centres un quartier commercial. Pour les paysages, donc ce qui est écrit en vert, c'est plutôt des paysages, des rues piétonnes avec des magasins. Je vous ai mis une image qui correspond à la rue piétonne principale du centre-ville de Rome, en Italie. On en a fini pour la partie des centres, donc on va s'occuper de la partie droite de votre cahier, des périphéries. On verra dans un premier temps les périphéries proches du centre. Une fois que ces deux cases sont écrites, on va pouvoir en rajouter une troisième. On va séparer dans cette case périphérie proche du centre ce qui se passe dans les pays développés et ce qui se passe dans les pays en développement. Donc on va s'occuper d'abord des pays riches. Dans les pays riches dits développés, on va trouver deux types de banlieues. D'une part, des banlieues aisées. Aisé, c'est un synonyme de riche. Là, le paysage, ça va être plutôt des immeubles de standing. Donc, plutôt, vu que c'est des quartiers riches, de beaux immeubles en pierre. Ici, vous avez une image d'un quartier aisé de Londres. Je vous ai dit que dans les pays développés, il y avait deux types de banlieues. Donc, on vient de faire les banlieues aisées. On va maintenant écrire le contraire, c'est-à-dire dire qu'il y a des banlieues défavorisées. Donc ici, des quartiers plutôt pauvres. Le paysage, ça sera un paysage de cité avec des barres, c'est-à-dire des immeubles construits en longueur, vous en avez au premier plan, mais aussi des tours, c'est-à-dire des immeubles construits plutôt cette fois-ci en hauteur, vous en avez un en plein milieu de l'image. Ici, on est dans un quartier de Mantes-la-Jolie, en périphérie de Paris. Donc on vient de voir les périphéries proches du centre dans les pays développés. Maintenant, on va faire les périphéries proches du centre dans les pays en développement. Donc vous pouvez rajouter la deuxième case dans les pays en développement. Et dans les pays en développement, le paysage ce qu'on trouve dans une périphérie proche du centre, ça sera les bidonvilles. Je vous ai sélectionné deux images de bidonvilles pour que vous puissiez vraiment comprendre ce que c'est. Donc la première image, c'est un quartier du bidonville, d'un des bidonvilles de Rio de Janeiro au Brésil, qu'on appelle les favelas. Ici, on voit des habitations en matériaux durs, de la brique, mais on arrive quand même à deviner que c'est un quartier pauvre, assez peu organisé. La deuxième image, c'est une photo d'un bidonville à Manille, aux Philippines, la capitale des Philippines, où là, on voit également le côté pauvreté du quartier, des maisons qui semblent beaucoup plus instables, faites en matériaux de récupération cette fois-ci, bois, de la tôle, c'est-à-dire des plaques de ferraille, et en plus, on voit au premier plan les conditions difficiles de vie dans ce quartier, notamment liées à la saleté et à l'insalubrité. On en a fini pour cette partie, les périphéries proches du centre.
Maintenant, on va travailler sur les périphéries lointaines, c'est-à-dire euh, les quartiers d'habitation de plus en plus éloignés du centre d'une ville. Et là aussi, on va séparer avec ce qui se passe dans les pays développés, ce qu'on voit dans les pays développés, et ce qu'on voit dans les pays en voie de développement. Donc une fois que ces deux cases sont écrites, on va voir à quoi ressemblent les périphéries d'un pays développé. Dans les pays développés, plus on va s'éloigner du centre, plus on va trouver ce qu'on appelle des zones pavillonnaires. Je vous ai mis deux photos, vous les aurez en suivant, qui illustrent ce qu'est une zone pavillonnaire, mais du coup il faut que vous sachiez qu'une zone pavillonnaire, c'est une zone, un quartier avec des pavillons. Et un pavillon, qu'est-ce que c'est? C'est une petite maison individuelle, c'est-à-dire une famille y habite, avec le plus souvent un jardin. La photo que je vous ai sélectionnée, c'est une zone pavillonnaire à Los Angeles, aux États-Unis, où on voit que, à perte de vue quasiment, le paysage c'est le même, des petites maisons individuelles avec leur jardin. Et puis en plein milieu, cette autoroute qui amène vers le centre de Los Angeles, euh, hyper utile vu que les gens qui habitent dans ce quartier doivent aller travailler dans le centre. Et deuxième photo, je vous ai mis, là on est de retour en France, je vous ai mis un zoom de ce à quoi peut ressembler une zone pavillonnaire. Donc on retrouve des pavillons, les petites maisons individuelles qui ne se touchent pas ici, avec chacune un jardin plus ou moins grand. On a fait les périphéries lointaines des pays développés, il faut maintenant rajouter une case, les périphéries lointaines des pays en développement. Et dans les pays en développement, les périphéries lointaines, c'est souvent des gated communities, donc le mot est en anglais au pluriel, on va dire au singulier une gated community avec un Y à la fin. Ce à quoi ressemble une gated community, vous allez pouvoir le rajouter en vert, donc c'est ce qu'on avait vu dans l'exemple de Nairobi, c'est des quartiers de résidence ou de maisons fermés, isolés. L'idée, c'est que c'est plutôt des personnes riches qui habitent dans ce genre de quartier. Et je vous ai mis ici une photo d'une gated community à Mexico, donc en périphérie lointaine de Mexico, au Mexique. On retrouve le côté riche du quartier, relativement bien entretenu, des maisons qui ont l'air assez luxueuses, et on retrouve le côté fermé, isolé du quartier avec les grilles et la petite cabane du gardien à l'entrée. On va s'occuper maintenant de la partie en bas à gauche de notre carte mentale pour parler des dynamiques urbaines, c'est-à-dire des phénomènes qui se déroulent actuellement dans toutes les villes du monde. Le premier phénomène, c'est celui qu'on appelle l'étalement urbain. C'est-à-dire, c'est que la ville va s'étaler, va s'agrandir. Comme les villes accueillent de plus en plus d'habitants, c'est normal qu'il faille de plus en plus de constructions. Sauf qu'on l'avait vu, ces constructions, elles ne peuvent pas se faire dans le centre, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de constructions. Donc ces constructions vont se faire en périphérie, de plus en plus loin du centre, c'est-à-dire là où il y a des terres disponibles pour construire des bâtiments. Vous avez là sous les yeux une photo qui montre bien l'étalement urbain, c'est-à-dire qu'en plein milieu, on a une zone pavillonnaire qui a l'air relativement récente. Si cette photo avait été prise 10 ans, 15 ans auparavant, on n'aurait pas eu ce quartier de pavillons en plein milieu là, on aurait eu plutôt des espaces naturels qu'on voit tout autour, donc de la forêt ou des champs. Donc ça montre bien que l'étalement urbain, c'est la ville qui grignote en quelque sorte au fur et à mesure les espaces naturels ou les espaces agricoles. Et enfin, la deuxième dynamique urbaine que je veux que vous connaissiez, c'est la ségrégation. La ségrégation, c'est quand les habitants de la ville, donc les urbains, se séparent. Soit cette ségrégation est choisie, c'est-à-dire je choisis d'aller vivre ailleurs ou dans un quartier spécifique,
Ou alors cette ségrégation peut être subie, c'est-à-dire qu'on me l'impose, on m'impose d'aller vivre dans un certain quartier. Il y a deux types de ségrégation. La première, c'est la ségrégation sociale. Donc c'est faire une différence, faire une séparation en fonction du niveau de richesse des gens. Et ainsi, on obtient des quartiers plutôt pour les riches, des quartiers plutôt pour les pauvres. C'est ce qu'on a vu dans l'exemple des bidonvilles, destinés plutôt aux personnes pauvres, ou des gated communities, plutôt destinés aux personnes riches. Deuxième type de ségrégation, c'est la ségrégation raciale, où ici la séparation se fait non pas sur le niveau de richesse, mais plutôt sur l'origine des gens. Cette ségrégation raciale, elle est très visible dans certaines villes, par exemple aux États-Unis, ou à New York pendant des années, depuis la création de la ville, on avait le quartier chinois, le quartier italien, le quartier russe, le quartier juif, le quartier afro-américain, le quartier mexicain. Donc c'est ça la ségrégation raciale, où il y a une séparation, une différence qui se fait entre les nationalités. Pour illustrer cette ségrégation raciale, j'ai choisi une image du quartier chinois de New York, donc Chinatown, où en fait on retrouve des marqueurs de l'identité culturelle chinoise, des restaurants chinois, des épiceries chinoises, etc. Et on le voit que dans cette rue, tout est écrit en chinois, c'est normal. Le quartier est peuplé de personnes d'origine ou de nationalité chinoise. Donc la carte mentale est désormais terminée. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour suivre. Mais je vous rappelle, donc si vous avez loupé un élément, vous mettez pause dans la lecture de la vidéo, vous reprenez. L'idée c'est d'avoir la, la, feuille du cahier complète et que ça soit clair pour vous.